Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour un nouveau journal et à la une de ce samedi, jour de qualification au Grand Prix historique, mais pas que, c'était aussi le jour de la parade des Ferrari et en tête de cortège, un incontournable pilote belge, vice-champion de France à 2 reprises, Jacky Ickx, qui nous a accordé une interview ce matin dans le paddock. Nous reviendrons aussi sur l'image de la journée hier, l'accident de Jean Alesi au volant de la même Ferrari que devait piloter Jacky Ickx aujourd'hui, la 312. Nos reporters ont rencontré Jean Alesi et ont évoqué bien sûr la suite de son parcours en série D. Dans ce journal également, victoire pour la Roca Team hier soir à Gaston-Médecin face à Barcelone. Ça y est, les Monégasques ont leur billet en poche pour les playoffs en Euroleague. Le résumé de la rencontre à suivre. Et puis une actualité insolite pour finir ce JT. Ce matin, 2 grands chefs se sont donné rendez-vous à Nice pour vendre leur vaisselle et parmi les hôtels représentés, il y avait des Monégasques. Mais avant, débutons ce journal aux côtés du Prince Souverain. C'était l'un des temps forts de cette deuxième journée de Grand Prix historique. À la mi-journée, le Prince Albert II a pris place à bord d'une mythique Bugatti Type 41 Royal qui fête cette année ses 100 ans. Un tour d'honneur du circuit pour célébrer ce chef-d'œuvre d'automobile, symbole d'excellence et de démesure mécanique. Je vous propose d'écouter le Prince Souverain. C'est toujours très émouvant de voir tous ces anciens bolides, ces voitures de différentes époques de l'après-guerre et puis les voitures un peu plus récentes maintenant, puisque les voitures historiques, c'est déjà la fin des années 80. Donc voilà, et puis j'ai eu un grand plaisir, la grande joie et l'émotion de faire un tour dans cette Bugatti modèle 41, la Bugatti Royale, qui est à l'époque une des voitures les plus puissantes au monde, les plus élégantes. Ce Grand Prix vraiment rassemble d'abord de plus en plus de monde, de plus en plus de passionnés, qui aussi des collectionneurs et vraiment des gens qui ont un peu la nostalgie de ces grandes époques de l'automobile. Voilà pour ces quelques mots du Prince Souverain. Et si vous souhaitez l'observer de plus près, sachez que la Royale dans laquelle il a défilé sera exposée au public, notamment au salon Top Marque du 6 au 10 mai prochain. Monaco accueille beaucoup de légendes de la Formule 1 ce week-end. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jacky Ickx. L'incontournable pilote belge a ouvert la parade Ferrari cet après-midi au volant d'une mythique 312 F1, la voiture même avec laquelle il s'était imposé au Grand Prix de France en 1968. Un moment donc symbolique pour lui, entre histoire, émotion et passion. Nous sommes allés à sa rencontre directement dans le paddock. C'était ce matin. Bonjour Jacky Ickx. Bonjour à vous tous. Comment allez-vous? C'est difficile de ne pas aller, franchement. Quand on se trouve à Monaco au Grand Prix historique, vous entendez le bruit, c'est fabuleux. Vous voyez les spectateurs au loin, c'est juste grandiose. Merci de nous faire l'amitié de votre présence ici dans le paddock. Vous êtes un petit peu à la maison ce week-end ici à Monaco. Ça vous rappelle des souvenirs, ça vous rend nostalgique? C'est surtout vous qui êtes gentil de m'inviter. Oui. De la nostalgie des hommes et des femmes qui ont mis tout ça en place à travers le temps, c'est un moment très très particulier. Et c'est drôle que vous disiez ça parce qu'il y a quelques moments, quand je vois les passionnés de sport automobile qui viennent à Monaco ou qui tout simplement sont passionnés et par les pilotes et les voitures, oui, c'est émotionnant. Oui. Et puis Monaco, c'est vraiment un circuit particulier pour les pilotes. Ça doit être aussi beaucoup de souvenirs pour vous. C'est une émotion de revenir ici. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Monaco est très très particulier. Comme vous le savez, on peut flirter avec les rails, mais on ne peut pas les toucher. Il faut avoir une trajectoire juste. C'est très très exigeant. Les qualifications sont toujours importantes, mais ce qui est merveilleux ici, c'est le bruit, c'est la passion commune et des mécaniciens, et des voitures, et du public qui est déjà nombreux ce matin. Et moi, ça me fait vibrer. Oui, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Vous allez avoir l'honneur d'ouvrir la parade Ferrari cet après-midi, juste derrière le tour de circuit du Prince Albert II. Comment on sent comme ça à 2 heures à peu près environ du tour de piste? C'est surtout un privilège. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on va me mettre dans les mains la voiture avec laquelle j'ai gagné mon premier Grand Prix à Rouen au Grand Prix de France. Sérieusement, elle est absolument sublime et bien sûr, ça va remémoriser une époque particulière
où le sport était difficile parce que aussi dans ce Grand Prix-là, Jos Lesser, qui était un homme merveilleux et charmant, qui conduisait pour la première fois une Formule 1, malheureusement, il s'est tué à cet endroit-là. Donc, c'est mitigé. Ferrari 312 qu'on pensait voir ici justement, mais elle a disparu dans la nuit, elle est repartie en direction du circuit. On voulait vous nous en parler un petit peu quand même, puisqu'elle n'a rien à voir avec les Formule 1 d'aujourd'hui. Hein. Alors, ce qu'il faut spécifier, c'est de la démo. C'est-à-dire, c'est montrer une voiture qui avait disparu pendant 58 ans, qui réapparaît, qui a une caractéristique, oui, elle date d'une autre époque, clairement. Elle a des pots d'échappement d'un V12, elle fait une musique incroyable, donc j'espère pouvoir vous faire entendre la musique de cette machine. C'est une Ferrari, comme vous le savez, les Ferrari, c'est mythique, et indépendamment de ça, il faut clairement féliciter l'Automobile Club qui a mis ça sur pied, tous ces gens qui font que ce Grand Prix est possible, les bénévoles, les passionnés de sport à tout égard, les médecins, l'administration monégasque, ça doit être dit, parce que c'est vrai qu'à Monaco, sous l'égide du Prince Albert, ce Grand Prix traverse le temps avec un Automobile Club efficace, avec Michel Bohéry et ses équipes, qui eux aussi ont traversé le temps, parce que nous avons tous un certain âge, c'est le moins qu'on puisse dire, mais oui, le soleil est là, c'est merveilleux. Parce que c'est pas l'essentiel finalement, je ne blague pas quand je dis que c'est un moment de partage. Oui. C'est le partage d'une passion commune, et dans les temps qui courent, il faut reconnaître que quelques jours de paix, entre guillemets, ils sont les bienvenus, où on peut penser à autre chose, parce que quand même, le monde d'aujourd'hui, c'est très particulier. Le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'hier, et justement, le monde de la Formule 1 a beaucoup changé entre-temps. Vous en avez parlé dans différentes interviews, vous disiez que vous étiez plutôt favorable au nouveau règlement de la Formule 1, vous êtes de critique sur d'autres points. Qu'est-ce que vous pensez de la Formule 1 d'aujourd'hui? Quel regard vous portez sur elle? Je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire, c'est comparer les époques entre elles. Il faut vivre le présent. Aujourd'hui, je vis le présent et les gens vivent le présent. C'est pas à moi avoir des opinions qui ne suivent plus dans le coup, des opinions sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Mais je sais que les pilotes d'aujourd'hui, les équipes d'aujourd'hui, c'est la même passion et c'est le public qui décide, qui est l'arbitre d'un succès ou non d'une nouvelle discipline de voitures modifiées, de la combinaison hybride électrique. C'est le public qui va décider. Et vous êtes justement là un petit peu en tant que passeur de témoins finalement. Entre les générations, regardez, on voit arriver justement des Formule 1 de ce temps-là. Si Alexandra peut nous le montrer, regardez. Ça n'a rien de commun avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Vous êtes ici un petit peu comme un passeur de témoins entre les générations. Si ça vous rend fier d'être... je ne sais pas. Oui, c'est ici un petit peu comme un mentor de discuter avec toutes entre les générations et passer les expériences. Oui, c'est aussi particulier. Je fais partie de cette race de dinosaures qui faisait tout à une époque. Aujourd'hui, je dois admettre, j'ai plus de 80 ans, donc c'est pas rien, mais oui, il y a beaucoup de vécu. Merci beaucoup, Jackie X, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur Monaco et Monaco Info. Et on vous souhaite une très belle parade cet après-midi qu'on suivra en direct sur Monaco Info, évidemment demain également, dimanche sur Monaco Info. Merci à vous tous. L'image a marqué la journée d'hier en essai libre, l'accident de Jean Alesi au volant de la mythique Ferrari 312. Nous en parlions avec Jackie X il y a quelques instants qui l'a conduit cet après-midi. Elle a été réparée dans la nuit. Une équipe de Monaco Info est allée à la rencontre de Jean Alesi ce matin pour en parler et pour évoquer la suite de son parcours en Série D. Reportage de Vanessa Dessy sur les images d'Alexandra Paolini. Following Jean Alesi, Jean Alesi spun and crashed. Jean Alesi had crashed. Coup d'arrêt brutal sur le tracé monégasque. La Ferrari 312 pilotée par Jean Alesi a violemment heurté les barrières, endommageant lourdement l'auto dans un choc impressionnant. Sorti indemne, le pilote français s'en tire sans blessure, tandis que les mécaniciens ont travaillé sans relâche pour tenter de redonner vie à la monoplace. Hier, franchement, j'étais très embarrassé parce que quand on vient ici, c'est pour faire plaisir au public, se faire aussi un peu plaisir. Mais là, je me suis fait trop plaisir et je me suis fait piéger
par, disons, comme un bleu, par les pièges de Monaco, quoi. Et les mécanos, ils ont été extraordinaires parce qu'évidemment, c'est des voitures où il n'y a pas toutes les pièces. On ne change pas tout, il faut démonter, redresser, ressouder. Donc, heureusement, on a été bien accueillis par la maison Riva et toute la nuit, ils ont travaillé. Donc, la voiture, elle devrait être prête. Jean Alesi fait revivre l'héritage de Niki Lauda au volant de cette Ferrari 312 de 1969 dans une démonstration chargée d'histoire. Une expérience exceptionnelle pour le pilote français qui mesure le privilège de piloter une machine mythique. C'est des paysans, hein. C'est une voiture, vous êtes assis avec rien autour de vous. Vous voyez vos 4 pneus qui roulent autour de vous, ça fait drôle, mais c'est surtout des voitures qui sont très puissantes. C'est des voitures qui demandent vraiment d'être respectées. Et hier, j'ai exagéré, quoi. C'est des catégories de 72 à 69 et moi, je suis dans la dernière, disons, tranche. Donc, ce n'est pas une voiture pour gagner, mais c'est une voiture pour justement faire du spectacle et c'est ce qu'il faut que je fasse. Jean Alesi a bouclé sa journée de samedi sans accroc. La Ferrari 312 a répondu présente tout au long de la course. Le pilote français s'offre une 6e place à seulement 3 secondes du vainqueur de la série D. En basket, la Roca Team recevait Barcelone hier pour un deuxième match de play-in. Les Monégasques qui jouaient leur survie en Euroleague ont bien fait le travail dans une ambiance enflammée en dominant nettement le Barça sur l'ensemble de la rencontre. Score final 79-70. Le résumé de la soirée avec Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Après la défaite au Panathinaikos mardi, la Roca Team se devait de gagner hier pour sauver sa saison européenne et c'est chose faite. Dans un match sous tension, où les Monégasques ont rapidement fait la course en tête, jusqu'à compter 14 points d'avance à la mi-temps. Malgré un petit passage à vide au retour des vestiaires, les Monégasques ont pu compter sur leur rigueur défensive pour reprendre l'ascendant, avant d'enterrer tout espoir de comeback barcelonais dans le dernier quart-temps. Avec 4 joueurs à plus de 10 points, c'est le collectif de la Roca Team qui a primé hier. En match de playoff, c'est pas trop des X's and O's, c'est toujours l'intensité de la défense. L'équipe m'avait dit qu'ils ont besoin de mon énergie, mon intensité défensive. Et je pense que je l'ai porté ce soir. Et maintenant, il faut qu'on fasse un peu de recoupe et essayer de faire pareil demain. La saison était un peu compliquée, mais on a resté ensemble. Et quand on a fédéré comme ça, on a dit hey, les gars, c'est que nous. Il n'y a rien donné. Donc il faut qu'on aille chercher chaque victoire, chaque minute, chaque rebond, chaque tout. Donc tout le monde connaît la saison qu'on a fait les derniers 2 mois. C'était juste, c'est que nous les gars. Et allez, pourquoi pas. Avec ce succès, les Monégasques rejoignent les quarts de finale où ils retrouveront l'Olympiakos, qui a terminé premier de la saison régulière. Après la Supercoupe et la Leaders Cup, la Roca Team peut toujours rêver de réaliser un quintuplé historique en remportant les 5 compétitions de la saison. Allez, rejoignons la capitale française à présent. Hier, la Fondation de Monaco a permis à certains étudiants de la Cité internationale universitaire de Paris de découvrir un joyau du patrimoine monégasque, d'ordinaire fermé au public, la Maison de l'Océan, anciennement l'Institut océanographique de Paris, fondé en 1906 par le prince Albert Ier. Nos correspondants Justin Hadel et Jérémy Henry ont pu suivre la visite guidée. C'est une visite comme il en existe rarement. La Maison de l'Océan, siège parisien de l'Institut océanographique de Monaco, n'est pas du genre à ouvrir ses portes tous les jours. On accueille un petit groupe d'une vingtaine d'étudiants de la Fondation de Monaco, basée à la Cité internationale universitaire, qui n'est pas très loin de la Maison de l'Océan. Et on est ravis parce que ça permet de leur montrer ce lieu que peu encore connaissent, parce que la Maison de l'Océan n'est pas ouverte au public. Donc ils vont avoir la chance de pouvoir découvrir les espaces, la décoration, ce lieu un peu emblématique au cœur du 5e arrondissement. Cette visite guidée est d'autant plus rare par rapport à l'accès accordé à certaines pièces visitées. Du célèbre amphithéâtre au salon d'époque, Mathieu livre toutes les explications nécessaires pour connaître l'histoire du lieu et l'héritage d'Albert Ier. De ses expéditions à ses travaux, notamment sur la cartographie des fonds marins. Les étudiants ont même pu accéder à la tour de la Maison de l'Océan, endroit presque inaccessible en temps normal. De quoi offrir une vue imprenable sur Paris et ses monuments pour clôturer cette visite.
J'étais très agréablement surprise. C'est même dommage que ce lieu soit fermé au public. On a l'impression que c'est un musée en réalité, mais d'un côté, je pense que ça permet de préserver également un côté mystique. J'ai beaucoup aimé la visiter, il y a beaucoup de détails, ça rappelle beaucoup le musée océanographique de Monaco pour ceux qui le connaissent. Et on ne s'attend pas à trouver un lieu comme ça en plein Paris. Une visite qui compte beaucoup pour la directrice de la Fondation de Monaco. J'organise tous les ans la visite de la Maison de l'Océan parce que je pense que c'est important pour les résidents de connaître ce petit morceau de patrimoine de Monaco à Paris. Et au même titre que l'est la Fondation de Monaco, ce sont des bâtiments qui ont été construits suite à la volonté du prince Albert Ier. Donc je pense que de créer du lien entre ces entités monégasques, c'est pédagogique aussi pour les résidents, ceux qui sont de la principauté, du contingent, mais aussi les autres. Les autres, car oui, au sein de la Fondation, on retrouve près de 20 nationalités différentes chaque année. Une manière de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la principauté à travers cette excursion exclusive, d'autant plus que pour cette visite, la Fondation a permis à d'autres étudiants de la cité de se joindre à ses propres résidents. Après Paris, direction les États-Unis, comme chaque samedi pour la chronique US de notre correspondant. 2026 est une année chargée outre-Atlantique, avec entre autres le 250e anniversaire de l'indépendance américaine et la participation du voilier monégasque le Twiga à la parade maritime du 4 juillet. C'est donc là encore une occasion pour le consulat général de Monaco à New York de représenter la principauté dans le pays. Gildo Pastor, le consul général de la principauté à New York et président de la société Venturi, nous a livré son sentiment sur ces échéances 2026. Bastien Bory. 116 consulats et 193 missions permanentes à l'ONU. À New York, maintenir une présence économique et culturelle ne va pas de soi, et la principauté a choisi de regrouper la sienne. Direction du tourisme et des congrès, SBM et Fondation Prince Albert II, Princesse Charlène et Princesse Grace ont ainsi réuni tour à tour leurs antennes américaines sous un même toit, celui du consulat général de Monaco à New York qui aura 30 ans l'an prochain. Les gens sont très différents à New York. Ils réfléchissent peu, ils vont très vite. Et une idée qui est fabuleuse un après-midi ne l'est plus le lendemain. Et il faut être très très rapide. Monaco, du fait de son aura, ici, est extraordinaire. C'est vrai. Ce que nous faisons en partenariat, le Princess Grace Awards marche phénoménalement bien. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont extraordinaires. Mais c'est aussi du fait de l'implication du prince souverain. C'est normal que ça marche aussi bien. Ce n'est pas depuis avant-hier, c'est depuis des décennies. Et 2026 est aussi une année d'échéance spatiale. Parmi les technologies développées par le groupe monégasque Venturi avec des sociétés américaines dans le cadre des programmes de la NASA, celle de la mission de démonstration FLIP devrait être lancée dans quelques mois vers le pôle sud de la Lune. La mission Flex suivra pour des opérations scientifiques et de logistique. Nous sommes depuis 7 ans sur les terrains de la Lune. On a un rover qui part en octobre, qui va uniquement sur la Lune pour essayer valider tous ces attributs, tant côté américain que côté européen. Et c'est de même pour les batteries. On fabrique nos batteries à Monaco. En fait, il a fallu une année pour que on se dise que ce qu'on avait c'était vraiment chouette. Et puis we take the lead. Tous les autres fabricants de rovers sont derrière. Avec la mise hors service de la Station spatiale internationale en 2030, la Lune pourrait accueillir à terme une présence durable d'astronautes. Mais l'émergence d'une véritable économie lunaire autour des services, des infrastructures et de la robotique doit encore composer avec des facteurs extrêmes de température, de radiation et d'environnement. Pour leur permettre d'y vivre, il faut construire tout. Donc trouver de l'eau et
avoir l'énergie pour rester là. On parle beaucoup, mais en fait on n'a pas beaucoup d'éléments. Et les éléments, il faut les trouver. On n'est jamais allé si bas. Donc il va falloir les trouver. Je ne sais pas comment on va chercher de l'eau sur la Lune. Il y en a qui ont des idées, mais on ne sait pas. Je me suis posé la question en ayant quelques souffrances physiques. Et qu'est-ce que je vais faire de Venturi? On va lui faire les choses les plus difficiles au monde. Et c'est les choses les plus difficiles au monde. Il n'y a pas plus difficile. Voilà. Donc, mais on ne le fait pas en disant on est super bon, c'est extraordinaire, on est des cracks. Non, on le fait pour servir le groupe, pour servir les humains, voilà. C'est nous, pourvu qu'il y ait des roues, on le fait. Plutôt que Mars, la Lune est devenue l'horizon prioritaire des grands acteurs européens et américains dans un marché spatial mondial qui devrait peser 1000 milliards de dollars d'ici 2040. Une institution vient de rouvrir ses portes. Après plus de 3 mois de fermeture, la Rascasse fait son retour dans un tout nouveau décor et muni d'une nouvelle carte inspirée de l'univers du Grand Prix. Ça colle parfaitement au calendrier. Visite guidée avec Émilie Flamin et Alexandra Paolini. Des vraies pièces de moteur au plafond, un sol en damier et même la combinaison de Charles Leclerc, la Rascasse se réinvente avec une ambiance 100% automobile. Surtout sur la partie afterwork, donc on ouvre à 17h30, donc l'objectif c'était vraiment d'avoir ce côté-là automobile, donc toutes les diffusions des événements sportifs, que ce soit les Grands Prix, que ce soit la Coupe du Monde qui arrive au mois de juin et tous les événements qui vont arriver, de pouvoir les diffuser à Monaco. Donc d'avoir quelque chose d'accessible pour les gens de Monaco qui puissent avoir des endroits où ils puissent voir des événements sportifs. Le lieu est stratégique, on est dans le virage de la Rascasse, c'est le virage iconique du Grand Prix de Monaco. Donc il y avait ce côté stratégique puisqu'on est vraiment dans l'automobile pure. Et rien n'a été laissé au hasard, de la décoration à l'assiette, comme avec ce pit stop ou encore ce dessert inspiré du casque numéro 16 de Charles Leclerc. L'important, c'est pas du tout l'assiette, c'est le moment qu'on donne à le client qui vient à disfruter, à danser, à bien manger. C'est un cumul de tout. On a fait une proposition méditerranéenne avec des saveurs japonais, sud-américains, un mélange de tout pour faire la signature de la nouvelle carte de la Rascasse. Et même si le décor change, l'ADN de l'endroit, lui, reste le même avec les afterwork et les DJ sets jusqu'au bout de la nuit. Ça fait envie. C'est une première sur la Côte d'Azur. La vaisselle des chefs débarque à Nice ce week-end. Il s'agit d'une vente assez insolite à laquelle participent plusieurs hôtels monégasques comme l'Hermitage et le Métropole et qui est dédiée au grand public. Je vous laisse découvrir les images. Elles sont signées Camille Caloni, commentées par Sarah Nkari. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont de quoi impressionner vos invités. Les verres, les tasses, les assiettes proposées à la vente ici, à petit prix, proviennent des plus grands établissements hôteliers de la Côte d'Azur. D'où elle vient la vaisselle que vous avez achetée? Negresco. J'habite juste à côté, donc ça me fait plaisir. Ce concept de vide-grenier dédié aux restaurateurs baptisé la vaisselle des chefs est né à Lyon il y a 15 ans. Imaginé par 2 entrepreneuses, il séduit aujourd'hui la Riviera après être passé par Paris, Lille, Bordeaux ou encore l'Alsace. On contacte chaque établissement, on fait un peu notre casting, on va voir bien évidemment les établissements les plus prestigieux. Et là, on les sensibilise au réemploi possible de la vaisselle en leur disant on peut donner une seconde vie à votre vaisselle. Elle a de la valeur, il faut la valoriser. On est un événement éco-responsable et solidaire puisqu'une partie des ventes est rétribue quelques associations locales. Des arguments qui ont convaincu les professionnels. Nous avons rencontré la chef doublement étoilée du Negresco dans les allées du centre des congrès aussi à Nice. C'est vrai que nous on change quand même assez régulièrement de vaisselle et puis il y a des lots aussi qui sont en fin de série donc on ne peut rien en faire et ça fait plaisir que ça
quelqu'un puisse les utiliser, qu'elles aient une seconde vie. Et moi, j'ai toujours eu cette ADN, parce que mon père, on allait toujours sur les foires à tout quand j'étais enfant, donc c'est un peu la même chose en fait. On allait chercher toute cette vaisselle ancienne qui pouvait nous resservir. Participent également à cette opération 4 palaces monégasques, l'Ermitage, le Métropole, le Fairmont et l'Hôtel de Paris, dont l'argenterie n'a fait que quelques minutes. Les gens se sont revés sur les couverts, il n'y a plus de fourchettes, il n'y a plus de cuillères, il ne reste plus que des couteaux à poisson. Ce qui attire les gens, c'est que c'est une vaisselle qui a une histoire, qui vient des grands établissements. Donc voilà, les gens aiment retrouver ça chez eux. Avis aux amoureux des arts de la table, si vous avez manqué le rendez-vous aujourd'hui à Nice, une dernière chance s'offre à vous demain. Au total, 10 000 pièces seront exposées au cours du week-end, mais attention, il faudra se lever tôt pour dénicher les derniers trésors. Voilà, et c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour la météo du jour. Demain, ne manquez pas la suite du Grand Prix historique, à suivre dès 7h50 en direct sur Monaco Info. Je vous laisse avec le meilleur du jour en images sur le circuit de Monaco, le Tour du Prince en Bugatti Royale et la parade Ferrari, le tout capturé par notre photographe Manuel Vitali. Passez une très belle soirée sur Monaco Info et je vous dis à demain à 18h30. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, en principauté, le ciel restera variable avec une alternance de soleil et de nuages. Pas de pluie au programme pour ce jour de course du Grand Prix historique. Côté température, le thermomètre affichera jusqu'à 13 degrés dans la matinée et jusqu'à 18 au meilleur de la journée. C'est un peu plus frais par rapport à aujourd'hui. Notez enfin que ce dimanche, nous fêterons la Sainte Alida. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec nous sur Monaco Info.